والعزة لله تم إسقاط النظام وفرع أمن الدولي والجوية والحمد لله انتصرنا على الطاغي بشار وعوانه والإيراني. Ce qui se passe actuellement en Syrie est important à comprendre dans le cadre de la future guerre de Gog et Magog qui aura lieu durant la Grande Tribulation. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo, mais avant, un point sur le plan géopolitique avant d'entrer dans la prophétie biblique. HTS est une émanation d'Al-Nosra dont Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères français, avait dit, je cite, qu'il faisait du bon boulot. J'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front Al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie. » Eh bien, Al-Nosra est lui-même une émanation de Daesh créée par Al-Qaïda en Irak. HTS, soutenu par Israël, la CIA est financé par le Qatar, avec la passivité, voire la complicité de la Turquie, vient de mettre fin à la dynastie Assad en Syrie. Ceci s'inscrit dans le projet des sionistes israélites d'extension des frontières, afin de dérouler le projet du Grand Israël, qui va du Nil à l'Euphrate, d'où le génocide en cours à Gaza. Et pour dérouler ce projet, le pays qu'on appelle Israël doit éliminer l'axe de la résistance, c'est-à-dire le croissant chiite. Cela commence avec l'Afghanistan dès 2001, puis l'Irak en 2003, en passant par la Libye lors des printemps arabes en 2011, puis la Syrie qui a résisté pendant 13 ans grâce au soutien du Hezbollah libanais, des combattants chiites irakiens, des gardiens de la révolution iraniens, de l'intervention de l'aviation de l'URSS russe, ainsi que des soldats de Wagner. Aujourd'hui, la tête de la résistance qui est l'Iran est divisée, avec d'un côté un courant qui en a assez des sanctions américaines, qui étouffe l'économie iranienne et qui veut normaliser ses relations avec Israël, et de l'autre, un courant qui veut maintenir la doctrine de la résistance quoi qu'il en coûte. Qui n'avait pas anticipé, en tout cas, c'est que la ville d'Alep était défendue par une petite garnison de l'armée syrienne, mais elle était surtout défendue par les gardiens de la révolution iranienne. Et ceux-ci se sont retirés sans combattre en un clin d'œil. Ça, c'est, à mon sens, la preuve de ce que j'expliquais ici au moment de l'assassinat d'Hassan Nasrallah, que l'Iran était en train de changer de bord. Alors aujourd'hui, en Iran, il y a toujours des gens qui sont sur la ligne de Qassem Soleimani d'Axe de la Résistance, mais la majorité gouvernementale, je ne dis pas dans le peuple, dans le gouvernement, la majorité aujourd'hui est dans les discussions avec les États-Unis et ne veut plus d'Axe de la Résistance. C'est ce groupe-là qui a permis l'assassinat d'Hassan Nasrallah et qui se préparait à permettre l'assassinat d'Al-Houthi au Yémen. Ça aurait dû se faire et il a réussi à se protéger in extremis. En effet, l'assassinat du général Soleimani, qui était l'architecte de l'axe de la résistance, l'assassinat de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, la décapitation de l'état-major du Hezbollah, l'épisode des pêcheurs piégés à l'explosif, toutes ces opérations n'ont été possibles qu'avec la trahison d'une partie de l'élite iranienne. Ceci en concomitance avec les incitations du monde arabe sunnite, le Qatar en tête qui a poussé la Syrie à ne pas réagir à l'invasion de la bande de Gaza, sans parler des menaces d'Israël sur le régime syrien en cas d'intervention. Ceci a été perçu comme une trahison par le Hezbollah et les combattants iraniens qui n'ont finalement pas combattu HTS, d'où l'attaque éclair sur Alep, Hama, Homs et enfin Damas. Alors, je ne sais pas qui a trahi en Syrie, mais forcément, certains des dirigeants militaires sont partis. Lorsque les djihadistes sont arrivés à Alep, les gardiens de la révolution n'ont pas défendu Alep. C'est eux qui en avaient la charge, ils n'ont pas défendu Alep. Ils se sont retirés. Les gardiens de la révolution qui sont iraniens. Les Iraniens se sont retirés.
Ça renvoie à l'assassinat de Raisi, il y a quelque temps déjà, le président iranien, mort dans un accident d'hélicoptère, qui en fait est un accident qui a été organisé par des Iraniens contre leur président. Et est-ce que tu as des sources là-dessus Non, j'ai des gens en Iran qui nous confirment ça. Oui, des sources personnelles. Donc il a été assassiné par des Iraniens et on lui a substitué un nouveau président qui en fait n'a pas grande envergure. Et ce nouveau président a organisé la fin de l'axe de la résistance. Ce que j'ai expliqué ici, la fin de l'axe de la résistance, c'est-à-dire la fin du Hezbollah, c'est lui qui a donné les coordonnées exactes d'Hassan Nasrallah pour qu'il soit assassiné, et de plusieurs autres dirigeants du Hezbollah. Là aussi, ce sont des sources personnelles qui oui. indiquent ça. Des sources de haut niveau. Oui, de très haut niveau. Oui. Et ce même gouvernement iranien a donné les coordonnées pour assassiner identiquement Al-Houthi, le chef d'Ansarallah au Yémen, mais lui a eu le temps de se protéger. Donc, aujourd'hui, l'axe de la résistance n'existe plus. Chrétiens, vous devez comprendre que ce monde a toujours été un monde de Kingolo Force, c'est-à-dire de rapport de force. Les gentils djihadistes modérés n'existent pas. Le droit international n'existe pas. Le droit international, c'est le droit du vainqueur. C'est le droit de celui qui a le monopole de la force qui s'impose aux autres. D'où le 2 poids 2 mesures entre la Russie et le pays qu'on appelle Israël, qui commet constamment des violations du droit international. La dernière en date, plus de 400 sites militaires syriens bombardés et l'annexion de fait de la zone démilitarisée du plateau du Golan. Cet accord a tenu pendant 50 ans. La nuit dernière, il s'est effondré. Nous avons décidé de prendre les positions syriennes pour nous assurer qu'aucune force hostile ne s'y installe à la frontière avec Israël. C'est une mesure défensive temporaire jusqu'à ce qu'un accord convenable soit trouvé. Maintenant, sur le plan spirituel, vous devez comprendre que ce monde est régi par les 4 vents des cieux, c'est-à-dire les 4 principales puissances. Voilà la 3e guerre mondiale qui arrive pour comprendre. Aucune frontière ne peut être modifiée ou redessinée sans accord des 4 puissances. Ne vous laissez pas tromper par la propagande mainstream qui dépeint Bachar al-Assad comme un boucher sanguinaire qui tuait son propre peuple et qui est désormais libéré par des gentils djihadistes modérés et bla 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 bla. En vérité, nous avons vu en Irak et en Libye le résultat de la gestion catastrophique de ces groupes djihadistes. Et je pense que pour la Syrie, la pilule ne passera plus. Regardez, c'est le tombeau d'Hafez al-Assad qui a été incendié. Le père de Bachar al-Assad était inhumé ici, dans sa ville natale de Kardaa. Des rebelles y ont mis le feu. Regardez, on le distingue ici à son cercueil, symbole donc de la fin du régime des al-Assad. Plus de 50 ans de dictature en Syrie. Donc, commentaire d'image avec nos invités, le colonel Pierre de Jong, consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis, bonjour. Marie Forestier, bonjour. Conseillère senior sur la Syrie à l'Institut européen pour la paix. Et Fad Al-Masri, bonjour. Vous êtes le président du Front du Salut National en Syrie. C'est un parti d'opposition à Bachar al-Assad. Vous êtes un parti en exil. Peut-être que vous pouvez nous commenter ces images. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Tout d'abord, avant de commenter sur cette image, je voudrais d'abord condamner sans aucune réserve tous les messages de haine passent par certains djihadistes, par des vidéos, parce que c'est un très mauvais signe avec la situation actuelle à Damas. Le message de haine contre les juifs, des messages antisémitisme, messages contre les Kurdes, de certaines couleurs de la société syrienne. Et ça, je trouve ça c'est très grave dans cette période. En vérité, la Russie ayant pris note du retrait iranien sur l'axe de la résistance et étant très occupée sur le front ukrainien, la chute de Bachar al-Assad est le fruit d'un compromis en haut lieu entre l'ours russe et l'aigle américain, afin de permettre à l'OTAN de sauver la face compte tenu de sa débâcle actuelle sur le terrain ukrainien. Une façon, élégante, si on peut parler d'élégance en la matière, qu'auraient trouvé Poutine et Trump pour sortir de ce guêpier ukrainien. Parce qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que les États-Unis et l'OTAN reconnaissent leur défaite en Ukraine. C'est terrible en fait. En fait, ça veut dire que l'OTAN a été battue par la Russie.
Et évidemment, chez les faucons, c'est ceux qui vont aller jusqu'au bout, ou alors ceux qui ne comprennent rien ou qui sont des marionnettes manipulées, style Macron, Haddad ou Jean-Noël Barrot, tout ça, ça compte pour rien. Mais chez un certain nombre de dirigeants, notamment américains ou de l'OTAN, c'est extrêmement dur à constater et à avaler que les États-Unis, l'OTAN, avec une coalition de 31 pays, a été finalement aura été battue par la Russie, dont on nous a expliqué pendant 2 ans et demi qu'ils étaient obligés de dépecer des vieux frigos pour prendre des puces, et que par ailleurs Vladimir Poutine était perclus de cancer et de maladie d'Alzheimer dans tous les membres de son corps. Alors pour avoir un narratif qui soit vendable aux populations occidentales, eh bien c'est un narratif, je verrai assez bien les médias expliquer qu'il y a eu un grand règlement, et que finalement personne n'est gagnant et personne n'est perdant, que la Russie a subi une grande défaite en Syrie, c'est d'ailleurs ce qu'on lit dans la presse, et puis qu'on dira, il y a eu les États-Unis, l'OTAN, ont connu un revers en Ukraine, ils ont connu une avancée au Moyen-Orient, et donc finalement, on présentera ça, le paquet cadeau aux populations occidentales sur le thème, il n'y a pas eu de défaite stratégique des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN face à la Russie. Voilà. On verra la suite. En effet, la Russie enfonce les lignes de front de plusieurs kilomètres chaque jour. On est juste à côté de la frontière russe, et donc qui est la frontière de la région de Dnipropetrovsk. Les Russes ont quasiment réussi un encerclement opératif, c'est-à-dire que tous les axes d'approvisionnement sont sous le feu des canons russes, donc il y a cet axe-là. Les Russes ont réussi un moment à prendre avec un petit groupe, à s'emparer par surprise de Novikamar, ici, mais qui était obligé ensuite de se replier, mais cela dit, les drones contrôlent l'axe donc d'approvisionnement de Velika de Veselka par le nord, et en plus ici on voit un pont, donc les Russes ont les moyens d'interdire l'approvisionnement de cette localité qui joue un rôle extrêmement important encore une fois pour le dispositif ukrainien. Une fois que ça se sera tombé, il n'y a plus grand chose qui va arrêter la Russie vers l'ouest. La situation est également mauvaise pour les Ukrainiens du côté de Kurakovo, donc là on voit que l'encerclement final est en train d'approcher, c'est quasiment plus un encerclement opératif, c'est même physique, tout est bloqué, donc les Russes avancent de partout et vont finir par prendre Kurakovo en tenaille, et petit à petit chaudronnisent les dernières postes de résistance qui visiblement en fait n'ont toujours pas eu l'ordre de décrocher, donc encore une fois, incapable d'organiser une retraite selon les règles de l'art du côté de l'état-major otano-kievien, c'est quelque chose qui handicape en fait fortement l'armée ukrainienne depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et désormais l'armée russe devrait se diriger vers Constantinople ici, pour élargir l'encerclement. Plus au nord, le front du général Morbitchev, il continue à avancer, rien ne peut l'arrêter, la localité de Pushkino a été totalement libérée, et surtout belle avancée en direction de Shevchenko, donc qui est en fait la banlieue de Pakrovsk. Et là, on se demande quelle est réellement l'intention des Russes. Est-ce que c'est effectivement, ça peut être n'empêche pas de contourner Pakrovsk par le sud, et surtout, on n'est plus très loin d'Oudachne. Et en prenant Oudachne, c'est la fin de la métallurgie ukrainienne, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. Là, ça peut être un objectif stratégique qui pourrait faire très très mal au régime de Kiev. Donc à voir, en tout cas ce qui est clair c'est que là, la poussée vers Pakrovsk continue et se passe plutôt bien pour les Russes. Ce compromis permet à l'aigle américain de se retirer progressivement de l'Ukraine, tout en reprenant la main sur le Moyen-Orient. Vladimir Poutine ayant négocié pour la sécurité de la base navale de Tartus en Syrie, permet aux navires russes de mouiller en mer Méditerranée, et la base aérienne de l'attaquer. Chrétiens, que personne ne vous trompe, je répète ce que je vous ai dit dans la vidéo sur le jugement de Dieu, vous verrez Donald J. Trump à la Maison Blanche, vous le verrez même prier avec des pasteurs dans le bureau Oval, mais pour autant, tout ceci ne constitue qu'une pause, un délai supplémentaire que Dieu nous accorde afin de mettre nos vies en règle, un délai supplémentaire afin de nous préparer à la Troisième Guerre mondiale qui arrive, voir la vidéo en description. Un délai qui court tout au plus jusqu'à l'année 2030, car le plan de la destruction de l'aigle américain par l'ours russe est toujours d'actualité, mais le tsar, qui est un joueur d'échecs, attend patiemment son heure, connaissant la sauvagerie de l'adversaire, et patiente jusqu'à ce que son affaiblissement atteigne son paroxysme lors de l'éclatement de la prochaine guerre civile américaine. Les Russes pensent toujours que les États-Unis sont une bête sauvage blessée. Et que donc il ne faut pas attaquer cette bête sauvage, mais il faut doucement la conduire au cimetière. Et là, ce serait quoi la conduite douce vers le cimetière ? On accepte le dollar, mais on attend qu'à l'intérieur des États-Unis, la guerre civile éclate. Et tu penses que c'est une possibilité, qu'il y ait une guerre civile aujourd'hui aux États-Unis ? Les guerres du Moyen-Orient ne déclencheront pas de Troisième Guerre mondiale, mais nous préparent à une autre guerre qui arrivera après, qui est la guerre de Gog et Magog. Je suis en ce moment même en train de préparer cette vidéo, qui est un enseignement long car il faut remonter aux généalogies bibliques pour comprendre qui est Gog et Magog, en passant par le vrai Israël. Les sionistes voient dans l'affaiblissement du croissant chiite une victoire, mais ce qu'ils ne comprennent pas,
c'est qu'ils sont en train de préparer le terrain au monde islamique sunnite, bien plus nombreux et économiquement bien plus puissant, avec à sa tête la Turquie, qui est Torgama, première puissance militaire du monde sunnite, qui, le moment venu, viendra et accompagnera Gog et Magog pour envahir le territoire israélien, ce que nous verrons dans la vidéo qui arrive. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes,